Bonsoir, je m'appelle Nathanaëlle Tuillier. Vous m'avez peut-être déjà entendu un peu sur certains podcasts sur cette radio, mais ce n'est pas sur cette casquette-là que je viens aujourd'hui. Je viens vous parler d'entrepreneuriat au féminin et je ne suis pas toute seule. Nous sommes 3 sur le plateau. Nous sommes avec Séverine Faes et Shama Kassim, toutes les deux également entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, nous venons pour vous parler de l'entrepreneuriat au féminin, de nos parcours, pour vous donner de l'inspiration, peut-être des idées, des envies, ou vous faire fuir peut-être aussi également. Je vous laisse vous présenter peut-être. Avec plaisir. Alors Séverine Faes, j'ai rejoint le club des entrepreneurs où j'ai rencontré Shama et Nathanaëlle l'année dernière, en fin d'année. Je suis maintenant facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Je ne pensais jamais devenir entrepreneur. Je pensais rester fonctionnaire à vie, puisque on en parlera sans doute, c'est la sécurité de l'emploi, d'être salarié. Mais j'avais envie de liberté, j'avais envie de remettre du sens. Peut-être qu'on parlera aussi des événements, quand on est salarié et qu'on ne maîtrise pas trop la charge de travail, la cohérence ou les relations autour en équipe, la direction, la hiérarchie. Et donc maintenant, j'accompagne les familles à mieux mettre du sens sur les comportements des enfants, les émotions aussi, et remettre un peu de paix en famille autour de la communication. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Les Petits Plus Zen. Oui, on va peut-être en reparler. Ouais. Et toi, Shama ? Alors, bonsoir à tous. Donc, Shama Kassim, je suis mandataire immobilier chez propriétéprivée.com. Je suis membre du club des entrepreneuses de Sartrouville depuis maintenant, c'est ma 3e année. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans auprès d'un institutionnel où je faisais déjà de l'immobilier. Et puis, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai dû faire un choix de faire de l'entrepreneuriat. Et j'ai en fait saisi cette opportunité parce que je ne connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat, mais plutôt du salariat. Et j'ai voulu tenter l'expérience. Alors, très honnêtement, c'est vraiment grâce au club qui m'a permis d'avoir vraiment de bonnes pistes de réflexion pour savoir ce que j'allais faire. Et donc, du coup, voilà maintenant 2 ans que je suis chez Propriété Privée. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de simple, mais par contre, c'est une expérience exceptionnelle. Et donc, voilà mon parcours jusque-là. Il est vrai que vous avez parlé donc du club des entrepreneuses. J'ai pas commencé à en parler. En fait, je suis membre du club des entrepreneuses également, mais membre du CA, donc du conseil d'administration du club, qui est un club qui est basé donc à Sartrouville. C'est un club donc d'entrepreneuses. Il y a à peu près une 60aine de membres actuellement. Ce club a à peu près 11 ans. Il a été fondé donc par 3 femmes. Qui pensaient que l'isolement était vraiment terrible quand on était entrepreneur et surtout entrepreneuse, et qui avait besoin de partager beaucoup autour du business et de se donner des astuces, se soutenir, et donc elles ont eu envie de monter ce club qui prospère depuis ces 11 ans. Cette année, depuis 3 ans d'ailleurs, ça sera donc la troisième version cette année. Le 8 mars, nous organisons une soirée donc de 17h30 à 21h autour de l'entrepreneuriat au féminin, donc à Sartrouville, à la salle Saint-Paul. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est une entrée libre pour parler entrepreneuriat. Donc avec de nombreuses conférences. Il y a 3 conférences à des heures fixes et des ateliers en continu avec plus de 8 intervenantes autour de l'entrepreneuriat sur plein de domaines, que ce soit personnel, professionnel. Donc ça sera vraiment très intéressant de discuter de tout cela. Donc c'est, je disais, une entrée libre, donc vous pouvez venir, que vous soyez en projet ou que vous soyez déjà lancé en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. C'est bien sûr ouvert aux hommes, on n'est pas du tout sexiste. Et donc voilà, on sera un plaisir de vous y rencontrer. On en rediscutera après. Là maintenant, on est vraiment venu vous parler donc de
l'entrepreneuriat que nous qu'on connaît, que l'on vit au quotidien, qui est pas simple, hein, les filles, tous les jours. On peut peut-être proposer le mot qui a été choisi pour l'événement, parce que il touche aussi à notre thème d'aujourd'hui, puisque vous avez choisi le mot choisir. Choisir d'entreprendre. Pourquoi choisir d'entreprendre et qu'est-ce que ça englobe comme conséquence au quotidien en tant que femme, mais pas que. Donc certains ateliers vont parler aussi de ça. À quoi on s'engage quand on choisit l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on va faire comme choix ensuite pour équilibrer nos vies pro, perso notamment. Parce qu'on quitte, alors toutes les trois on a quitté du salariat, on a toutes les trois connu du salariat avant d'être à notre compte, et c'est vrai qu'il y a de la sérénité, hein. Il y a de la sérénité, de la sécurité, mais voilà, parfois la vie nous mène ailleurs, hein. Moi, c'est vrai que le salariat, je l'ai connu il y a des années, et puis voilà, aujourd'hui, je suis à mon compte aussi. Tu nous racontes un petit peu comment t'as évolué du salariat à ton compte? Alors, j'ai été plus de 10 ans salariée. Enfin, j'ai travaillé une quinzaine d'années, dont 10 ans en entreprise pétrolière, donc à gérer de la production, de la planification, et ensuite j'ai suivi mon conjoint, donc ma vie professionnelle salariée s'est arrêtée. J'ai démarré une autre activité de propriétaire de chambre d'hôtes, et voilà, j'ai tenu ça pendant 7 ans, et ensuite en fait de mutation en mutation, il faut se renouveler, se retrouver aussi soi-même, et trouver du sens. Tu parlais de sens, faut retrouver du sens pour être bien avec soi et se retrouver des objectifs pour continuer. Et donc voilà, j'ai fait une formation en tant que styliste il y a 5 ans. Depuis voilà, j'ai eu plusieurs parcours, plusieurs remises en question, et aujourd'hui je suis styliste et coach en image. J'ai vraiment double casquette, même triple. Voilà. Il y a eu plein de choix. Oui, plein de choix depuis ton départ du salariat. J'ai fait plein de choix, exactement. Mais vous aussi, vous avez fait des choix. Oui, alors je pense que c'est quand même essentiel quand on choisit l'entrepreneuriat de bien comprendre qu'en fait on n'est pas seul. Il faut faire ce choix en fait d'être entouré, d'adhérer à des clubs, justement pour éviter cet isolement. Et moi, je sais que quand j'ai adhéré en fait au club, ça a comblé en fait un manque. Clairement, je n'aurais jamais pu en fait tenir 2 années, hein, j'en suis qu'au début, mais ces 2 ans m'ont vraiment permis de développer mon activité parce que je n'étais pas seule en étant entrepreneuse. C'est essentiel en fait. On peut pas rester dans son coin et ne pas s'entourer en fait d'autres personnes qui ont une multicasquette, hein, qui ont des activités totalement différentes des nôtres, mais qui apportent une plus-value essentielle en fait, dans ce choix d'entrepreneuriat. On l'a compris, on l'a connu, pendant le Covid, on se faisait des ateliers en Zoom, c'était l'horreur. C'était l'horreur. On avait qu'une hâte, c'est de se retrouver et de faire des after-work ensemble, de boire des coups, de parler business et de se parler. C'est toujours le cas. Même si on est après Covid, et moi je ressens toujours ce besoin d'être entouré, de sortir, et c'est quelque chose qu'on n'a plus forcément quand on sort du cadre salarié. Alors le club il permet ça, juste pour info, on se retrouve 2 fois par mois pour des ateliers avec les membres du club qui interviennent et qui amènent quelque chose, qui enrichissent les autres de leurs compétences, de leur savoir, de leurs expériences. Et on démarre la semaine du bon pied. C'est lundi matin. C'est lundi matin. On prend un café. On pose nos objectifs de la semaine éventuellement. Comment ça s'est passé la semaine d'avant ou le mois d'avant si tout le monde ne vient pas tous les lundis. C'est ouvert, bien sûr. On n'est pas obligé de venir tous les lundis. C'est un choix à nouveau de se relier au thème peut-être qui est proposé ce jour-là, puisqu'il y a eu plusieurs thèmes autour du budget, autour des sites internet, autour des podcasts. Chaque fois peut nous amener ou des rencontres ou des informations ou les deux, ou du réseautage bien sûr. Des envies de partenariat aussi avec d'autres personnes, des affinités qui se créent, et puis voilà, la rencontre qui construit le réseau, qui construit l'envie d'imaginer autre chose à partir des autres en fait, hein, c'est ça, hein.
J'aimais bien parce que Corinne, la présidente, à la réunion d'information, a dit « Vous allez trouver aussi ce que vous y amenez ». Et j'ai trouvé ça assez fort parce qu'on vient avec ce qu'on connaît déjà, mais on vient aussi avec tout ce qui nous manque pour être un entrepreneur à la fois productif et serein. Parce qu'on peut être débutant entrepreneur. Moi, autour de moi, j'avais aucun entrepreneur. Donc, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et on m'a regardé dans mes collègues de l'école maternelle en me disant, mais t'es complètement folle. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un milieu que les gens connaissent quand on est enseignant. Donc, si on n'a pas d'entrepreneur autour de nous, si on n'a pas dans notre famille un oncle, un cousin qui est lui-même entrepreneur, c'est un peu l'aventure. C'est vraiment, on part de là sans avoir de bagages et en se disant, ouh là là, c'est la jungle. Mais c'est en même temps, c'est une super aventure. Enfin, qu'est-ce qu'on est fier d'année en année de se voir grandir aussi, grâce aux ateliers, grâce aux rencontres, de se voir se mettre des challenges, de se défier tout le temps, de repousser ce qu'on sait faire et puis de communiquer. On n'arrête pas de communiquer beaucoup. Et pitcher son entreprise et proposer aussi ses services et expliciter à ceux qui ne sont pas du tout dans le même domaine. On entend passer devant les membres du club, c'est comme faire une conférence, c'est comme faire un atelier, c'est se visibiliser. Et pour certains, c'est nouveau aussi. Quand on arrive dans l'entrepreneuriat, de parler de soi, de montrer ses offres, de montrer ses prix, d'assumer ses tarifs, c'est aussi des sujets d'entrepreneurs, tout ça. Oui, il y a le syndrome de l'imposteur que tout le monde évoque, mais qui est tellement vrai, tellement présent quand on démarre et on se sent tellement illégitime, tellement petit, on voit tout le monde qui a déjà son statut d'entrepreneur, qui ont l'air de gérer. Oui. De loin, on dirait qu'ils gèrent très bien. D'ailleurs, on peut peut-être demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent de l'idée de devenir entrepreneur. Ouais. Demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à passer le pas? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que ça vous excite ou est-ce que ça vous effraie? Parce qu'on peut avoir les deux alternativement et nous encore, peut-être en se levant le matin, je sais pas vous les filles, mais moi il y a des matins où je suis encore effrayée face à la masse de travail sur la to-do list ou parfois super excitée parce que c'est un nouveau lieu, un nouveau groupe, une nouvelle conférence et là il y a de l'excitation, il y a de la joie et on l'a co-construit cette joie. On est créateur de cette joie et à la fois de ces peurs qui arrivent. Et je pense que les deux sont mêlés. Je pense que on a des jours effectivement où on se lève et on est super envie, on a envie de faire plein de choses et puis il y a des coups de mou et c'est difficile quoi. Et puis le courage qu'il faut pour entreprendre au féminin. Quand on est une femme dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de femmes seules aussi, soyons honnêtes, faire le choix d'entreprendre en étant une maman avec toutes les fonctions qu'elle doit assumer dans la société, c'est pas simple. Mais allez savoir pourquoi. On trouve ce courage. Oui, c'est ton cas. On trouve ce courage sans forcément avoir de filet derrière. Et puis finalement, on s'en sort en fait. On passe toutes les craintes. Tout ça se fait naturellement, automatiquement. Et je pense que c'est une question de volonté aussi. Et les enfants aussi te challenge. Et ça tient aussi. C'est-à-dire que quand vous travaillez de chez vous, par exemple, les enfants sont présents, ils entendent vos discours, ils entendent vos rapports téléphoniques avec les clients, etc. Ils posent des questions. Ça dépend de l'âge, bien sûr. Ils posent des questions. Ils s'intéressent à votre travail, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes salarié. Les enfants ne sont pas présents. Donc ça attise une certaine curiosité et c'est assez, je trouve, assez marrant de voir ces enfants se poser des questions. Moi, je sais que le mien m'interroge sur pourquoi le client a tel besoin, pourquoi je lui propose tel service, m'interroge sur le jargon immobilier qu'il enregistre quand même. Donc, et quand je parle de biens, quand je parle de mandat, quand je parle de visite, etc. Certes, ce sont peut-être des mots simples pour des adultes, mais pour des enfants, ça attise leur curiosité et pose des questions. Et c'est assez marrant ce partage en fait de notre activité avec notre entourage familial, surtout les enfants. C'est une relation un peu particulière qu'on crée aussi quand on travaille à domicile. Oui, puis il doit beaucoup travailler. Enfin, il doit
vois le courage que tu as, le temps que tu y passes, l'énergie, la détermination. Enfin, c'est un modèle pour un enfant, quoi. C'est un modèle, mais c'est pas simple pour le parent parce que quand vous êtes à la maison, vous êtes disponible. Certes, l'enfant comprend que vous travaillez, mais enfin, vous êtes là. Donc, vous êtes disponible. Là aussi, en fait, il y a des choses à mettre en place, des nouvelles règles à mettre en place. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, de travailler de chez soi. Créer, c'est ça? Quand on peut. Quand on est en maison, on peut. Oui. Quand on est en appartement, ça peut être plus compliqué. Donc, voilà, il faut aménager de nouvelles règles. Ça s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Aménager des nouvelles règles à la maison, des nouveaux espaces, travailler différemment. Voilà. Toi, tu travailles en coworking, tu travailles à l'extérieur. Justement, ma difficulté a été que, résidant dans un appartement, il a été assez compliqué pour moi de diviser les espaces. Je ne pouvais pas le faire. Donc, à un moment donné, j'ai dû effectivement, et j'ai trouvé un centre de coworking où je peux aller travailler tous les jours. C'est très bénéfique pour moi mentalement. Donc, je sors de mon cadre habituel. Et donc je peux me concentrer à 100% en fait sur mon activité. Et l'avantage d'être entrepreneur, c'est que quand les enfants rentrent à la maison, à une certaine heure, qui peut être assez tôt, en fait vous êtes présent. Vous pouvez en fait être présent pour vos enfants et puis partager en fait votre temps de travail différemment. Il faut vraiment s'organiser différemment. Mais c'est tout à fait faisable. Ce sont des habitudes à mettre en place. Pour revenir sur ton activité, est-ce que tu peux nous parler, tu as une spécialisation, tu disais que toi tu es dans l'immobilier, tu es spécialisée dans quoi exactement? Alors, je suis mandataire immobilier, donc je traite en fait des achats et des ventes de biens immobiliers. Alors, c'est du résidentiel et je m'occupe également de la vente de locaux commerciaux, donc les fonds de commerce, les droits au bail, voilà, toutes les boutiques, des restaurants, etc. Que vous souhaitez mettre en station. Tout à fait. Et dans quel secteur géographique travailles-tu? Alors moi, je suis à Cormeilles-en-Parisis dans le 95. J'interviens alors sur les communes les plus proches, donc le 95, le 78 également. Et j'ai un petit peu de 92. Maintenant, je ne m'élargis pas plus et c'est volontaire parce qu'on peut pas être partout non plus. Donc, pour l'instant, je fais le choix de couvrir ces trois secteurs de géographiques. Une envie de nous parler de ton parcours, tes difficultés. Alors, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été salariée pendant 20 ans et il s'est avéré qu'à un moment donné, il y a eu un plan de départ volontaire. C'est-à-dire un licenciement en fait. J'avais le choix à ce moment-là de rester ou de partir. J'ai pris cela comme une opportunité réelle et donc j'ai décidé de lever la main et de partir. À ce moment-là, j'avais 41 ans. Je pense que c'était le moment idéal de faire ce choix. Donc j'ai décidé de partir, de reprendre mes études. Je peux vous dire qu'à 40 ans, c'est pas simple de reprendre ses études. La mémoire ne fonctionne pas comme quand on a 20 ans. Néanmoins, les opportunités sont là. Il faut les saisir. Mais donc, la détermination est plus grande que complètement, que celle que les personnes qui ont 20 ans, quoi. Oui. Et donc, j'ai repris mes études pendant 2 ans. J'ai obtenu une certification d'études juridiques immobilières. D'accord. Je suis toujours restée dans l'immobilier. Et puis, est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix. Est-ce que je retourne dans le monde du salariat ou est-ce que je tente l'entrepreneuriat? Très honnêtement, j'étais perdue. Je ne savais absolument pas quelle option choisir. C'est là que j'ai intégré le club des entrepreneuses de Sartrouville. Et puis, en fait, voilà, j'ai eu des pistes de réflexion. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entrepreneuses qui m'ont en fait permis d'affiner mes choix et de tenter l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Et comme je pars du principe que quand on a des opportunités dans la vie, on se doit de les saisir impérativement. Si on échoue, c'est une expérience. Point. Et je ne veux pas vivre dans le regret de me dire si j'avais tenté, qu'est-ce que ça aurait pu te donner. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, j'ai préféré tenter le coup.
Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Quel courage. C'est ça que je parlais de courage tout à l'heure. Je pense qu'il en faut. C'est un état d'esprit aussi qu'il faut avoir. Et donc voilà, j'ai fait ce choix-là et j'en suis ravie aujourd'hui. Merci à toi. Et toi, Séverine, le choix, Alors, le choix est un peu différent. Je dirais que j'aimais beaucoup mon métier. La transmission reste. J'ai gardé maîtresse d'école. C'est ça. Je voulais être enseignante depuis toute petite. J'étais animatrice de colo. J'étais formée pour être enseignante. J'ai tenu 22 ans. Et tu avais quel niveau? Est-ce que J'avais toujours eu des maternelles. J'ai fait 2 ans de remplacement à Nanterre parce qu'au début on nous met sur des postes de remplacement, ce qui permet de reconnaître et de visiter tous les établissements de la ville. C'est très intéressant aussi. Et j'ai pu établir mes cartons dans une classe à Nanterre. C'était très intéressant. J'ai eu des super équipes, des super directrices, et la relation aux enfants, la relation aux parents. On voit notre travail, on voit les progrès, on voit les paillettes dans les yeux des enfants, on s'émerveille avec eux de les voir grandir. Et puis petit à petit, et certains d'entre vous le savent sûrement, l'éducation nationale lâche un peu ses employés, ses salariés et les met face à des conditions ubuesques, notamment dans le Covid où on devait empêcher les enfants de se toucher. Oui. Pour des raisons sanitaires. Les programmes ont évolué de manière un petit peu anarchique aussi. On doit évaluer des enfants de 2 et de 3 ans, on doit leur faire passer des tests. C'est très évaluatif et ça prend peu en compte l'humain dès tout petit. Et imaginez-vous des enfants de 2-3 ans, tout ce qu'ils veulent c'est comprendre, grandir, s'amuser et pas être catalogués, étiquetés pour des tests PISA et des résultats nationaux. Donc j'ai commencé à souffrir un peu de la condition des jeunes enfants et aussi de notre condition nous en tant qu'employés, en tant que salariés qui ne sommes pas considérés à la hauteur de l'investissement en temps, en matériel. On est quand même on achète concrètement une grande partie du matériel sur notre temps perso et notre budget perso. Chaque enseignant sait bien à quel point il est investi dans sa classe. Et on tient. C'est vraiment un mot qui caractérise les enseignants, de tenir jusqu'à des événements comme Samuel Paty, jusqu'à des événements comme les protocoles sanitaires. On se dit, est-ce que je suis encore capable d'assumer autant de dons à un métier qui, en retour, ne m'amène plus ce que j'y attendais. Donc, je voulais de la douceur, je voulais de la bienveillance, je voulais de la paix, je voulais de la transmission, et il ne me restait finalement que de la transmission. J'arrivais plus à créer un contexte avec les parents, les familles, les collègues et même la hiérarchie, les inspecteurs, les directeurs, qui me faisait justement sens, comme j'ai ouvert le podcast avec ça, c'est que je n'y trouvais plus le sens que je voulais y mettre dans la transmission. Et d'avoir animé des ateliers de parentalité en classe avec les parents des dispositifs de moins de 3 ans, ça a été une révélation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par parentalité? Les parents de ce dispositif, c'est un dispositif passerelle où les enfants de moins de 3 ans, par exemple non francophones ou qui venaient d'arriver dans la ville ou qui avaient pas de place en crèche, pouvaient faire ce choix de socialiser dans une classe de dispositifs de moins de 3 ans les enfants qui venaient juste d'avoir 2 ans. Donc j'avais des petits piou-piou dans ma classe entre 15 et 16. C'était génial parce que le lien, on avait enfin le temps de discuter avec chaque famille. Chaque papa, chaque maman, je les recevais le matin, le midi, je leur parlais de leur enfant, je leur parlais pas de leur élève. Tu vois la différence. Et quand je les recevais à mon bureau, qu'on discutait, en fait, on discutait vraiment en triangle éducatif. La famille, l'enseignante et l'enfant. Et là, j'ai remis du sens. Pendant 5 ans, ça a été génial. Juste avant le Covid, j'avais ce dispositif. Il a été réemployé dans les structures, dans les admissions, dans les recrutements. Donc, je suis repassée sur une classe normale et ça m'a manqué. Et je me suis dit, finalement, je veux travailler avec les parents parce que quand j'avais fait mon travail, les enfants retournaient chez eux et chez eux, ils n'avaient pas forcément le même retour de la famille en termes d'investissement, de connaissance des émotions et des besoins. Donc les familles qui étaient à l'écoute avaient découvert plein de choses dans les réunions, dans les entretiens, dans les rendez-vous et dans les ateliers de parentalité. Donc pour donner quelques exemples, on se rejoignait par exemple pendant 1 heure dans la classe avec les familles volontaires, bénévolement. C'était en plus de la charte de mon métier. Et on parlait des écrans par exemple. Comment vous faites à la maison avec les écrans? Comment vous arrivez à poser les règles, à dire non, à dire stop? Donc des choses
hors cadre scolaire finalement, enfin Exactement. à la maison ou voilà. De la vie familiale. Mhm. Et les parents étaient très en demande parce qu'ils étaient souvent surpris de ce qu'on décrivait de leur enfant en classe en disant mais j'ai pas le même à la maison. Mhm. À la maison, il écoute pas pareil, à la maison, il obéit pas. Donc ce terme Ça me d'obéir, parle. ce terme d'occuper, ce terme d'écouter, ce terme d'arrêter de crier en fait, d'arrêter de s'énerver sur nos enfants. Mhm. Et j'avais beaucoup de mamans, principalement, on va dire, j'avais 2/3 de mamans qui venaient s'occuper des enfants et qui me disaient mais je suis à bout en fait, je suis dépassée, je suis débordée, je sais pas comment être une bonne maman, je culpabilise. Et on a commencé à travailler autour des émotions avec ces mamans-là et là aussi ça a été une révélation. Je me suis dit les parents ne connaissent pas les émotions de leurs enfants et ne connaissent pas leur système émotionnel de parents. Et c'est normal en fait d'être tout le temps déclenché par nos enfants puisqu'on ne sait pas comment on fonctionne. Mhm. Donc de là a découlé toute la création de nouveaux outils autour de la cheminée des émotions, de l'arc-en-ciel des besoins, que vous retrouverez dans le podcast Les Petits Plus Zen. Et ces familles-là me regardent en disant mais pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt ? Pourquoi on nous dit pas ça à la maternité ? Pourquoi notre pédiatre nous explique pas ça ? Parce qu'en fait tout le monde est dépassé, démuni, personne n'a le temps d'expliquer ça aux jeunes parents. Mhm. Et donc ces jeunes parents, je me suis dit c'est génial comme mission de leur expliquer comment le comportement, la maturité de leur jeune enfant de 2, 3, 4 ans est déterminant non seulement pour son avenir, parce que j'avais encore le bagage scolaire, tu vois, de voir que si un enfant ne sait pas ce qu'il vient faire à l'école, il va avoir du mal à investir le langage, la lecture et les maths. Mais au-delà, c'est surtout l'ambiance familiale qui a changé. C'est qu'en donnant des petites astuces aux parents, par exemple, de prendre un temps de qualité précieux avec leur enfant chaque jour. Ça peut être mettre 3 chansons à fond, vous mettez les Spice Girls, vous mettez Bon Jovi, vous mettez Queen, la chanson qui vous plaît vous en tant que parent, vous dansez avec votre enfant et on décharge physiquement, on passe à autre chose, on se lie, on est en connexion avec notre enfant. Donc toutes ces petites astuces que je donnais avant le confinement, pendant le confinement et en atelier de parentalité, je me suis dit c'est ça que je vais faire. Tu as senti qu'il y avait un besoin finalement de la part des parents de quelque chose d'extra-scolaire, c'est difficile à dire ça, d'extra-scolaire. Ça sortait de mon rôle de prof, Ouais. mais je trouvais que la transmission était encore plus importante que de leur apprendre à lire. Mhm. Donc la rupture conventionnelle, bon, c'est pas facile dans l'éducation nationale. Hein. Certains me disent ah bon, ça existe dans l'éducation nationale. Oui. Alors dépêchez-vous quand même si vous êtes enseignant parce que l'hémorragie est telle qu'ils vont finir par retirer la rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Donc il a fallu à peu près 9 mois pour l'obtenir. Et une fois que j'ai reçu mon attestation de rupture conventionnelle, je me suis dit ça y est. T'étais soulagée. À moi la liberté de créer les offres sur mesure pour les familles sur mesure. Et donc que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit en individuel ou en collectif, je peux m'adapter maintenant à chaque famille, les mamans solo, les recompositions, les divorces, les événements difficiles, la naissance du deuxième, la mort du grand-père, la longue maladie. Chaque famille étant unique, je peux aller au plus près de qu'est-ce que vous vivez en ce moment, que fait votre enfant, quand votre enfant fait ça, comment vous vous sentez, et on crée ensemble les actions possibles pour remettre un peu de légèreté et de joie. Si je veux résumer, en fait, t'as 2 casquettes. Tu fais des podcasts qui reprennent des astuces, des idées, qui font venir à toi. Tu sais comment est né le podcast ? Non. En fait, le podcast est né parce que à chaque fois que je recevais un parent entre 2 portes, vous savez, quand vous allez voir la maîtresse et ceci et cela, mon enfant ceci, j'expliquais de la théorie et des éléments et des outils entre 2 portes. Et à un moment, je me suis dit, mais je crois que ça fait 60 fois que j'explique ça, là, depuis 2 mois. Et je me suis dit, peut-être que l'encapsuler dans un épisode de podcast, ça permettrait non seulement aux mamans de l'école, mais je pensais à la maman de Corse, à la maman de Haute-Garonne, qui pouvaient aussi écouter. Donc au début, le podcast, c'était des épisodes sur quelles sont les attentes de l'école, quels sont les besoins d'un enfant de 3 ans, comment est-ce qu'on met en place des consignes et un cadre éducatif clair, les bêtises, comment on gère les bêtises de nos enfants, comment on gère l'alimentation de nos enfants. Donc les sujets du quotidien, je faisais des petites capsules et donc je les ai publiées dans le podcast depuis avril 2021. D'accord. Oui, il y a 3 ans de podcast que vous pouvez aller retrouver sur Les Petits Plus Zen. C'est ça. Hein, c'est ça, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, oui. Vous tapez Les Petits Plus Zen, il y a une coccinelle zen qui va apparaître. D'accord. Et donc, en parallèle des podcasts, dis-moi si je me trompe, tu fais des ateliers ou des séances en individuel, en fait, avec les parents, c'est ça? C'est ça. On fait des visios, donc très tranquillement, depuis chez vous. Vous êtes sur Zoom, vous bloquez un créneau qui vous arrange. Donc, des fois, c'est des mamans à 9h le matin parce qu'elles ont déposé les enfants
et elles ont le créneau avant de travailler. Donc prenez le créneau qui vous intéresse le plus et on va partir d'une situation qui vous est très difficile en ce moment. Donc on part de vous, on pose des questions sur ce que vous ressentez, ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce qu'on peut envisager en fonction de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de la configuration. Est-ce qu'il y a un papa dans l'équation? Est-ce qu'il y a un relais possible pour que la maman puisse souffler? On parle évidemment de stratégie, hein. J'ai une formation de coach, mais on parle surtout d'émotionnel et de relation entre le parent et l'enfant. Je ne vois plus les enfants, je n'ai plus besoin de voir les enfants parce que en travaillant directement avec le parent, j'ai un effet rebond sur le bien-être et le bonheur des enfants. Et tu fais aussi des choses en groupe ou pas? Oui, je fais des cercles de parentalité où on se retrouve une fois par mois. Physiquement aussi, d'accord. J'ai une salle de yoga, je participe avec une salle de yoga à Carrière qui est très agréable pour venir justement déposer ce qui est difficile dans notre parentalité. D'accord. Et je fais aussi des conférences. Donc si vous voulez une conférence soit sur les émotions du jeune enfant, sur la gestion des conflits, sur la communication non violente, je suis formée en communication non violente. Et j'interviens par exemple pour des fédérations de parents d'élèves autour de Sartreville, à Chatou. Là, il y en a une le 13. Profitez-en si vous voulez, tapez à l'espace Alsinger le 13 mars. Je fais une conférence et un atelier sur la gestion des conflits en famille. Comment rester calme quand nos enfants nous déclenchent. Ça parlera peut-être à certains auditeurs. Tout le monde, je crois. Et globalement, alors puisqu'on est 3 entrepreneuses, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'entrepreneuriat au féminin par rapport au masculin, par exemple? Je sais pas si on s'est déjà posé la question finalement. Ça me trotte là, tu vois, depuis quelques minutes. Et je me dis, mais finalement, je sais pas si on en a déjà parlé. Au club, je crois pas avoir entendu ça au club. Parce que c'est vrai que on a aussi quelques hommes, mais qu'est-ce que ça pourrait être nos forces, nos faiblesses, la différence entre entreprendre quand on est un homme et entreprendre quand on est une femme. Mais je trouve que dans les podcasts, notamment d'entrepreneurs, que j'écoute beaucoup de podcasts, et je me suis rendu compte que j'ai écouté peu de podcasts d'entrepreneurs hommes, parce que il y a une mise en avant, il y a une puissance très yang, très action, je suis un boss, j'assume, alors que les entrepreneuses qui font des podcasts sont dans les montagnes russes justement de l'entrepreneuriat. Elles assument que ce lancement s'est pas bien passé, que cette offre, elle s'est pas vendue comme elle voulait, que pour l'instant elle doute sur sa communauté, est-ce qu'elle doit resserrer, faire une niche, pas faire une niche. Et moi je suis très curieuse beaucoup plus de transparence finalement de ses faiblesses peut-être. C'est ça. Assumer que ça va pas être une ligne droite, assumer que comme Shama tu disais, à chaque fois on trébuche et puis on se relève, et l'entrepreneuriat c'est faire des choix qui parfois finalement nous paraissent plus pertinents quelques mois après en disant bon, cette offre elle va pas. Est-ce qu'un homme aurait les couilles de dire tiens, cette offre ne me plaît plus, cette offre n'est pas assez chère. Même dans les autres cercles que je fréquente, je trouve les hommes beaucoup plus affirmatifs, beaucoup plus assertifs, et les femmes, est-ce que c'est bien ou mal, je ne sais pas, mais plus dans le doute permanent. C'est comme ça que je le ressens, moi, l'entrepreneuriat féminin. Je trouve que les femmes sont moins bulldozers et sont plus précautionneuses des effets, des conséquences, peut-être aussi de l'impact. Leurs émotions, je sais pas, peut-être qu'elles sont plus à l'écoute de leurs émotions et qu'elles, finalement, elles partagent ça au niveau business, de ce qui va pas. Et je pense que c'est même lié à autre chose. Tu parlais de parentalité. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, en fait, il existe déjà. On est déjà, nous, toutes les femmes entrepreneuses chez soi. Logistique. C'est nous. Pardon pour les hommes, je dis pas que je ne généralise pas, attention. Mais soyons honnêtes, tout ce qui est à entreprendre chez soi, c'est quand même beaucoup la femme qui s'en occupe. On est déjà gestionnaire. On est déjà gestionnaire, exactement. On gère déjà beaucoup de choses. On est déjà organisé. C'est presque inné. Et je pense qu'on est déjà entrepreneur. Maintenant, le faire dans le business, c'est ce que tu dis un peu, Séverine, aussi. Il y a pas si longtemps que ça, quelques années, c'était monsieur qui travaillait, madame était femme au foyer. Les choses ont changé, heureusement pour nous aujourd'hui, mais on a quand même gardé ce rôle d'entrepreneur à la maison. Et c'est un pas de le faire pour une femme dans le business. Alors ce qui reste peut-être aussi, c'est le rapport à l'argent chez la femme, qui est peut-être plus compliqué
de loyauté aussi par rapport aux carrières des hommes. Est-ce qu'on peut gagner plus que son mari? Est-ce qu'on peut être plus visible que son mari? Comme certaines femmes politiques peuvent avoir peut-être ce même débat intérieur. Est-ce qu'on peut se verticaliser comme ça à ce point dans sa puissance de femme, de communication, de marketing, il y a aussi des loyautés vis-à-vis de la génération précédente. J'avais une coach qui a des milliers de followers et qui me disait mais mon père ne comprend toujours pas pourquoi je me montre comme ça. Pour la génération d'avant, se montrer, s'affirmer, proposer des offres peut être encore mais pourquoi tu restes pas tranquillement à élever tes enfants? Donc finalement, on a peut-être ce défi aussi en tant que femme de patriarcat. Est-ce qu'on est capable de casser le moule et de s'affirmer au point de se dire je peux être à la fois maman et à la fois une entrepreneur qui déchire, concilier la maternité et le rôle de business? Gros défi, hein. Et puis, moi, je pense qu'il y a un effet générationnel. On est quand même les enfants de parents nés post-guerre et qui ont connu mai 68. Donc, on est les enfants de ces gens-là, et que voilà, ça les a aussi taraudés dans les années 68, 70, de subir tout ce changement et la femme qui prend sa place dans cette société, quoi. Après, il y a tellement de manière de voir des parcours d'entrepreneurs inspirants autour de nous. Je trouve ça génial qu'il y ait autant de podcasts, autant d'émissions, autant de chaînes YouTube, parce qu'on peut s'identifier sans doute à des entrepreneurs autour de nous qui ont réussi à atteindre ce que nous, on viserait, par exemple. Qu'on travaille en ligne, qu'on travaille en présentiel, qu'on ait un domaine de comptable ou d'immobilier, on a sûrement dans notre chaîne, dans notre groupe, des personnes qui, en étant femmes, l'ont fait. Donc c'est possible. Alors que peut-être il y a 10, 20 ans en arrière, on avait moins de modèles existants, de rôles modèles existants. Ah oui, c'est sûr. À qui s'identifier? Et je reprends le parallèle avec la politique. Les filles qui voudraient se lancer en politique, au début, n'avaient aucun modèle, si ce n'est des têtes d'affiche un peu ambivalentes, qui sont encore au pouvoir. Mais maintenant, il y en a de plus en plus. Exactement. Qui peuvent incarner ce qu'on veut devenir ou ce qu'on pourrait devenir. Je dis pas que c'est un modèle à atteindre, mais en tout cas, les fortunes, pour certaines femmes, existent. Il y a des coachs très connus qui sont très puissantes maintenant et qui se font respecter parce qu'elles ont gratté la terre marche après marche et qu'elles se sont élevées au sommet. En parlant de marche, peut-être la prochaine marche, ça sera les femmes PDG d'entreprises du CAC 40. J'ai assisté à une conférence cette semaine, 3%, je crois que 2% ou 3% des femmes. Il n'y a que 2 à 3% de femmes qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40. Donc voilà, on a encore du chemin, les filles. Bon, au boulot. Eh bien, je crois qu'on va clôturer là-dessus. On va pouvoir donc redonner nos noms et puis voir sur comment on peut nous trouver. Séverine. Alors, Séverine Feiss, je suis quasiment sur tous les réseaux au nom de Les Petits Plus Zen. Donc tout attaché, @lespetitspluszen, comme le podcast. Voilà. Donc retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, Les Petits Plus Zen. Et puis au plaisir de discuter avec vous émotions, parentalité et comportements inadaptés, soi-disant, de nos enfants qui sont là justement pour nous faire grandir aussi. Chama Kassim. Alors moi, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn, où je produis en fait des vidéos conseils assez courts sur l'immobilier, sur les aspects juridiques. C'est un métier réglementé où la législation change beaucoup, donc il faut être au parfum régulièrement. Donc je fournis ces conseils-là sur ces sites-là. D'accord. Très bien, merci. Et moi, vous pouvez me retrouver donc Nathanaël Tuillier. Donc j'ai deux pages Instagram et Facebook. Donc Nathanaël Styliste ou Boost ton style 2 sur Instagram. Et vous me retrouverez aussi sur LinkedIn, sur YouTube, sur Pinterest. Bon bref, je suis partout. Mais surtout, vous retrouverez aussi le Club des entrepreneuses que vous pouvez suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Et puis, vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a aussi des afterwork, donc venez nous rencontrer lors des afterwork qui sont ouverts à tous les gens qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat. Le prochain est le 26 mars, donc il est ouvert, et le 8 mars. Donc si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, si vous avez des doutes, pour nous interroger, venir nous voir, vous pouvez venir, nous animerons
Séverine et moi des ateliers. Il y aura donc des conférences et des ateliers autour de l'entrepreneuriat, je vous le rappelle. Et on a hâte de vous rencontrer. Voilà, je vous remercie à toutes les filles et puis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Radio Axe de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.